Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut Olivier. Sur Sud Radio, comme chaque semaine, C'est excellent. c'est le titre de cette émission. C'est excellent. C'est l'histoire de leur passion. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils font le pari de la création et le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur histoire. C'est excellent et c'est une émission spéciale, en léger différé de la soirée des écrivains, soirée mensuelle avec Sud Radio. Nous avons le plaisir de vous accueillir au De Magot, l'épicentre de Saint-Germain-des-Prés. Quand on songe à tous ceux qui s'y sont attablés, on a le vertige. Nous sommes tout de même au centre historique de Paris, l'ancienne Lutèce. Rimbaud, Verlaine, Mallarmé furent parmi les premiers, on s'en souvient, vous y étiez, moi aussi. 20 ensuite les surréalistes, emmenés par André Breton. Et puis les existentialistes autour de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Alors les surréalistes, les existentialistes et aujourd'hui les touristes comme les Parisiens, amoureux de mots, de rimes, de littérature qui viennent croiser le temps d'un vrai chocolat chaud, les ombres qui sait de Queneau, Hemingway ou Picasso. Les De Magot, institution parisienne qui a su rester fidèle à sa belle tradition d'amour des lettres avec son prix éponyme, décerné pour la première fois en 1933 à Raymond Queneau pour Le Chien dent et l'année dernière à Emmanuel de Varesquiel pour Le temps de s'en apercevoir. Ah mais c'est vraiment excellent et on le prouve. Mazarine Pinjot et Pierre Hermé sont aujourd'hui nos invités. Bonjour, bonsoir à tous les Bonsoir, deux, surtout bonjour, soyez bonsoir. les bienvenus. Merci. Bonsoir. Mazarine Pinjot, vous venez de publier votre 15e ouvrage chez Julliard et il s'intitule Se taire. Vous dire qu'on a aimé le lire est un doux euphémisme. Se taire, c'est ce à quoi se résout Mathilde, votre héroïne, sous la pression de son entourage, de sa famille. On vous invite, nous, Mazarine, à ne surtout pas faire comme elle et à même faire le contraire avec nous sur Sud Radio. Pierre Hermé, on a goûté tous vos livres, dégusté tous vos films et on en redemande. Non, plus sérieusement, vous avez su bouger les lignes, bousculer les codes du métier de pâtissier et vos créations en un peu plus de 20 ans ont séduit le monde entier. Mazarine Pinjot, Pierre Hermé, vous recevoir ici au De Magot est un plaisir. Vous écoutez s'annonce passionnant. C'est excellent et ça commence maintenant. Vous qui nous faites l'amitié de nous écouter, voici un livre, tenez, je vais le montrer au micro, qui, je pense, va vous toucher comme nous, vous émouvoir, vous indigner. Il ne m'a personnellement pas lâché du week-end, ce livre, c'est Se taire, Judith. Oui. Et comme moi, vous ne l'oublierez pas, Mathilde, cette jeune photographe, violée par un illustre personnage que son prix Nobel de la paix conforte dans son sentiment de toute puissance et de totale impunité. Mathilde, à qui son propre entourage conseille vivement de ne surtout rien dire. Mathilde qui s'est vue mourir et qui sans doute est un peu morte ce jour-là, qu'on aurait bien aimé ensevelir dans son silence et qui malgré tout va renaître. Mathilde, dont la voix porte au fond celle de toutes les autres. Mazarine Pinjot, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est savoir comment vous avez écrit cet ouvrage. Vous avez pu dire à certains de nos confrères que vous l'avez écrit en colère. Oui, c'est vrai. C'est le mot. Oui, c'est le mot. C'est un sentiment qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture. C'est rare qu'il y ait un sentiment qui dure. Alors peut-être que l'écriture l'a fait perdurer aussi. Surtout la colère, en général, ça s'arrête. Puis moi, finalement, quand je suis en colère, ça s'arrête hyper vite, même toujours trop vite. Et j'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ma colère. Et en fait, là, je pense que le fait d'aller fouiller dans l'histoire de cette jeune fille qui va tellement subir et puis qui va accepter de subir, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'armes pour ne pas subir, m'a entretenu cette colère. Et c'est vrai que ça a fait une sorte d'écriture très tendue du début jusqu'à la fin, même si après je l'ai laissé reposer, je suis revenue beaucoup plus apaisée sur le texte, mais oui, il y avait ce sentiment-là. La fin vous a apaisé. Je la déflorerai pas. La fin, je ne l'ai pas écrite tout de suite. Au début, c'était beaucoup plus noir, mais bon, je ne peux pas non plus trop en parler. Mais après, elle m'a un peu apaisée, oui, je dois dire. Mazarine, il y a en prologue, comme souvent au cinéma, un plan panoramique qui balaye notre époque pour mieux nous y ramener avec une formidable justesse, vraiment. Les politiques, les journalistes, les antispécistes, les féministes, les frotteurs de la ligne 13, les prédateurs qu'on reconnaît avec leur faux nez de prédicateurs. De peur d'en oublier un seul, il fallait vraiment tous les citer. Il n'y a pas de raison d'en choisir un plutôt que l'autre, de tous les côtés. Ouais, c'est un peu un prologue qui tire à bout portant sur tout le monde. C'est un prologue très en colère, je reprends le mot que vous avez prononcé tout à l'heure.
Le reste est écrit un peu sur un autre ton, mais c'est aussi un prologue qui permet de resituer vraiment l'histoire dans un contexte ultra contemporain et en même temps un petit peu à côté, parce qu'il est écrit au passé, comme si on était déjà beaucoup plus loin. Et donc voilà, ça met l'histoire dans un espace-temps un peu bizarre. Et ensuite, oui, je pense que dans cette affaire qui est MeToo et qui a été une grande affaire importante et nécessaire, il y a eu aussi beaucoup de dérives et dans ce gros, voilà, dans cette espèce de choses en fusion, il y a eu des pots cassés et c'était, je pensais, intéressant de voir un peu tous les aspects. C'est ça que permet un livre en Justement, général et un intéressant. roman. Est-ce que tous ces personnages, justement, ils concourent à l'hystérie du moment, à cette prise de parole généralisée, ou est-ce que finalement, derrière le brouhaha du monde, comme vous disiez, la continuelle, la souffrance des femmes, est-ce que ce monde-là, il est aussi celui du silence? Est-ce que cette parole libérée comme ça, c'est pas finalement le silence aussi quelque part? Absolument, je pense que ce brouhaha permanent qui est celui de la toile, des réseaux, d'une forme de médiatisation du temps réel, fait que à force de bruit, on n'entend plus rien. Et ce qu'on devrait entendre, c'est des choses malheureusement qui demandent du temps à être expliquées, à être développées, déployées. Et ce temps-là, il n'existe plus dans l'espace public. C'est très difficile d'arriver, il faut le reconquérir, quoi. Et donc, en effet, je pense que malheureusement, derrière ce bruit assourdissant, le silence est permis d'une certaine manière, justement parce qu'il y a un bruit assourdissant. Alors, en même temps, il ne faut pas nier non plus l'éclairage qu'a permis MeToo et cette espèce d'autorisation de la parole, de protection même d'une certaine parole grâce à ce mouvement. Mais ça ne suffit pas, enfin, évidemment, ça ne suffit pas. Donc, il faut continuer ce combat-là. Et voilà, c'est le travail plus souterrain des uns et des autres, et parmi eux des écrivains. Mais c'est toute la pertinence justement de cet ouvrage, Se taire, pour ceux qui nous rejoindraient, le nouveau roman de Mazarine Pinjot chez Julliard, je l'ai bien dit, c'est que tout d'un coup, vous nous rappelez la nécessité du temps de la littérature, de ce nécessaire recul. Oui, absolument. Je pense que la littérature, c'est une forme de résistance vraiment en lien avec le temps. Mais la pâtisserie aussi, je pense qu'on pourra en parler parce que on va en parler. En fait, non mais c'est du temps, je sais, on va en parler, c'est sûr, mais du silence temps, ça aussi. je sais pas. Mais oui, la question de l'élaboration, du travail, de la complexité, de pouvoir créer des personnages qui eux-mêmes sont pas tout noir, tout blanc, qui vont évoluer dans le temps, qui seront pas figés parce qu'à un moment donné, ils auront posté telle chose sur la toile qui restera toute leur vie. Enfin, tout ça, c'est encore une liberté extraordinaire que peut se permettre le romancier, mais qui est un luxe. Et c'est le romancier qui se le permet, mais c'est aussi le lecteur qui le prend le temps, hein, bien sûr, parce que le temps de la lecture aussi, c'est une temporalité qui est un petit peu résistante par rapport à l'immédiateté qui nous est imposée. Donc oui, moi je suis très convaincue que de ce point de vue-là, l'écriture est une forme de résistance et que la lecture est une forme de résistance. Merci de l'avoir dit, c'est ça. Sud Radio, on parle vrai, j'adore entendre ça. Autre histoire, Judith. Oui. Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle justement de Mokaya. Ça va rappeler quelque chose à Pierre Hermé. C'est la Made in French Tech. Alors, c'est l'histoire de 3 ingénieurs en aéronautique et passionnés de pâtisserie. C'est l'histoire de Mokaya, une start-up du genre high-tech et gourmande. Très gourmande, qui a eu l'idée d'un projet assez étonnant. Alors ils étaient, il faut bien figurer l'histoire, sur les bancs de l'université. Il y a d'abord Johan qui a conçu sa propre imprimante 3D. Ah, il la connaît l'histoire, Pierre Hermé. Dans le but à l'époque, c'est assez étonnant, c'est un rêve de môme, de fabriquer sa propre fusée spatiale. Il a ensuite rencontré Geoffrey, qui aidait les étudiants à monter leur start-up, et Bordan les a rejoints. Des copains, on vous dit, c'est bien ça qu'on vous dit, qui ont su conjuguer leurs talents et mettre leur brillant cerveau en ébullition. Et là, ils ont eu l'idée de concevoir des moules. C'est tout bête, hein, à l'aide de leur imprimante 3D. Mais des moules qui seraient ensuite utilisés par des chocolatiers illustres, comme vous, Pierre Hermé, pour concevoir des pièces tout à fait inédites en chocolat, sur mesure. La seule limite, finalement, étant l'imagination de ces mêmes chefs pâtissiers, cuisiniers émérites. Et cette idée incroyable... C'est la rencontre entre le talent du pâtissier et le talent de l'ingénieur et la créativité aussi de leur côté. Donc, c'est ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vont séduit, hein, parce qu'ils ont séduit plusieurs chefs, dont vous, qui n'êtes pas n'importe qui. Mokaya, c'est basé à Cesson en Seine-et-Marne, et ils ont été lancés il y a 2 ans. C'est une start-up qui est aujourd'hui présente dans 7 pays
et qui bénéficie, c'est bien vu, de la popularité de la pâtisserie sur les réseaux sociaux pour continuer à rayonner. Et moi je dis vive la France dans ces cas-là. Alors c'est excellent, on va reprendre un chocolat et on va se retrouver juste après avec Mazarine Pinjot et Pierre Hermé. À tout de suite. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est l'histoire de leur passion. Nous sommes au De Magot. Oui, mais d'accord. Au cœur de Saint-Germain-des-Prés. On va peut-être laisser parler Monsieur Hermé, qu'on j'adore entend. cette Non, mais j'avais envie Mais c'est d'entendre, moi, ce qu'il était en train de dire. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire, Pierre? J'étais en train de faire la description des macarons. À qui? Alors, on peut en avoir une À Mazarine. À votre copine de table. Voilà. Ah ouais. Et voilà, d'accord, Alors, on il le va avoir comme dissipé. copain de table Pierre Hermé. C'est marrant J'adore. parce qu'un macaron, l'effet que ça fait tout d'un coup. Ah, moi, quand je veux même, bien ça en vous avoir dissipe, un hein. au choix Bon, bah, en vas-y. description, là. Un seul. Alors nous sommes au De Magot. Illustre maison, mais oui, absolument. Les deux magots. Voilà, et ça c'est un macaron. Merci. Un deuxième peut-être. Illustre maison attachée au moins à 2 traditions, l'amour des belles lettres et du chocolat chaud. C'est vrai. Préparé à l'ancienne avec des tablettes de chocolat. Vous avez goûté, vous approuvez Pierre Hermé le chocolat chaud? Dis, Il est très très bon ici. Il est super bon. À l'ancienne, hein. Ça aussi, c'est très très Nos bon. grands-mères le faisaient comme ça. Alors à l'ancienne, on peut. Je connais 2 définitions à l'ancienne. C'est-à-dire quand il est bien épais, quand il est fait avec du chocolat, du vrai chocolat, de la tablette, pas du cacao poudre. Et puis à l'ancienne, pour moi, c'est aussi fait à l'eau, parce que le chocolat chaud se fait à l'eau et pas au lait ou à la crème. Mais après, il y a des gens qui aiment bien mettre un peu de crème ou de lait, mais moi je le fais à l'eau. Ça Et se c'est sait là peu, qu'il ça, est. hein. On a vraiment le pur goût du chocolat. Mazarine plutôt qu'à l'école, eau ou lait? Ah non, mais moi Non, je c'est connaissais important même quand pas, même. je Moi, je savais savais pas même pas qu'on non pouvait le plus. faire à l'eau, mais On peut c'est le faire génial, à mais l'eau, je suis ouais. tellement contente de l'apprendre, je vais l'essayer dès demain. Sinon c'était plutôt lait jusqu'à présent. Bah ouais, j'avais pas Ouais, beaucoup d'imagination, j'ai Moi non pas plus. pensé à autre chose en En même fait. temps, c'est un métier. Pierre Hermé, 2 faits majeurs à retenir dans votre actualité. Vous avez été fait commandeur dans l'ordre des arts et des lettres le 23 septembre dernier. C'est le ministre de la Culture, l'excellent Franck Riester, qui vous a remis l'insigne. Et puis, et on va choisir entre les deux, on va commenter ou l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux. Vous avez présenté la semaine dernière au Royal Monceau une bûche de Noël absolument exclusive. Vous l'avez baptisée Agapé. J'adore le nom, elle est belle comme une fête foraine. Alors on parle de quoi? De l'insigne ou de l'Agapé? On peut parler de agapé. Oui, c'est bien aussi. On parle de ce qu'on peut goûter. Et agapé, c'est un mélange citron jaune, gelée de citron, ce que j'ai appelé fruits d'hiver, ça veut dire des fruits secs, des fruits confits, des fruits moelleux, et puis du pain d'épices. Et donc on est vraiment dans Noël, pain d'épices, citron. Ah oui. C'est juste. Et dans le citron, j'essaye de travailler à la fois l'acidité, mais aussi le parfum et l'amertume. Pour moi, le citron, c'est un tout. Et on va parler aussi de la trompinette. Parce que vous avez créé une trompinette Ah oui. pour les deux On magots va faire en impasse. exclu, je le précise quand La même. trompinette, c'est une religieuse avec framboise et chocolat. Et en hommage à Boris Vian, nous l'avons appelée la trompinette. Sur le pourtour de la religieuse, il y a quelques notes de musique. Ah, Et bien, bien, voilà, bien. la Il trompinette. faut relire l'écume des jours. On le fait. J'ai jamais fait de religieuse d'ailleurs. C'est la première fois que je fais des religieuses. Et pour les deux magots. Moi, ça m'intrigue toujours à chaque fois avec vous. Le point de départ de la création, oui, il y a une commande, bien sûr, j'imagine. Il y a un cadre. Et puis alors, vous gambadez. Là, c'était une demande de la part des deux magots. Mais Bien par sûr. exemple, si on prend le macaron, Oui. le jardin d'Orisa, à la lit de saké, ça part d'une envie. Moi, j'ai goûté la lit de saké. J'ai trouvé qu'il y avait des parfums, des goûts intéressants. Et du coup, j'en ai fait un macaron. Si on prend ce macaron qui est fleur d'oranger, rose et gingembre. Oh là là, C'est ça 3 fait saveurs rêver. qui fonctionnent bien ensemble. C'est presque un parfum. Et c'est lequel que vous m'avez mis en main tout à l'heure alors? Ce que je vous ai mis en main, c'est macaron au café Bourbon Pointu de la Réunion, C'est pour ça que Et- j'ai aimé. infusé et une infusion de thé vert aussi. Magnifique. De thé vert, de café vert. D'accord. Vous avez goûté lequel, Mazarine? J'ai pas encore goûté, mais Allez-y, allez-y. je goûte avec les yeux. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à Mais Mazarine, Mais moi je Pierre? suis nulle. Ah ouais, Malice Parent, mais ça c'est un classique, j'adore, c'est mon gâteau Ah bah, préféré Malice du Parent. monde. Là, tu vas sur le C'est un must. rose, Mmh. fleur d'oranger et Ah, gingembre. Hein? non, non. Alors, impression? Ah mais c'est dingue. Non mais c'est quand même c'est une expérience particulière. Hein, Ouais, parfois ouais. des goûts comme ça qui sont inconnus. Enfin c'est que le mélange fait qu'il y a Ils sont peu une associés expérience de dingue quoi. Ouais. Mais Parent, il a fait le tour du monde, celui-là, Pierre. Ouais.
Alors, Ispahan, c'est le gâteau fétiche de la maison. Bien sûr. Je l'ai réinterprété dans différentes catégories de produits. Il y a un cake Ispahan, il y a des glaces Ispahan, il y a un croissant Ispahan. Et j'en ai même fait un livre où il y a plus de 60 recettes autour de cette association rose, litchi, framboise. Magnifique. Alors ce qui est très intéressant, oui absolument, j'ai dit. Je vous en prie. Dites-moi un truc, on parlait de Mokaya tout à l'heure, cette fameuse start-up. Vous avez eu recours aux nouvelles technologies, à la 3D et tout ça. J'aimerais bien savoir pourquoi et comment, et surtout avec eux, c'est ça, hein, on ne s'est pas trompé. En fait, le travail de cette start-up, de Mokaya, c'est qu'ils peuvent nous permettre d'aller plus loin dans la réalisation de moules. Et ils sont tellement malins dans le bon sens du terme qu'ils trouvent les solutions à tous les problèmes. On a travaillé avec eux pour une création de fin d'année qui est une pomme de pin, un gâteau en forme de pomme de pin. Et c'était pas évident parce que dans une pomme de pin, il y a plein de retours, il y a des qui sont difficiles à mouler. Sans problème. Il n'y a jamais de problème avec eux, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est sympa, ouais. Ils ont que des solutions. Quand on a un interlocuteur, on on lui pose des problèmes, il n'y a que des solutions, c'est formidable. C'est merveilleux. Mais en même temps, la pâtisserie, c'est presque un art d'ingénieur, tellement c'est pointu et c'est tellement précis et tout, non moi, c'est ça qui fait que je ne ferai jamais une pâtisserie. C'est vrai que le travail de pâtissier est un travail qui est très mesuré. Ouais. On pèse tout, on mesure tout. Mais c'est aussi ce qui rend le gâteau reproductible. Et par exemple, à partir du moment où j'ai mis en œuvre cette recette, mais je sais que grâce à cette recette, au code que représente la recette, je sais que tous les jours il va être réalisé de la même façon. Et c'est ça qui est magique avec la pâtisserie. Et vous cuisinez, vous, Mazarine ? J'adore cuisiner, mais je fais des gâteaux, je ne peux pas faire une pâtisserie. Ça n'a rien à voir. Mais la pâtisserie, c'est une œuvre d'art, hein, c'est vrai. Oui, c'est parce que justement, le gâteau, on met 3 cuillères de farine, 5 de sucre. Bah, si la cuillère, elle est trouée, c'est pas grave. Non, mais pardon, Pierre. Non, mais je veux dire, on fait un gâteau raté, quoi. Et c'est toujours bon. C'est comme la tarte tatin. Ça a commencé par une erreur, quoi. Mais la pâtisserie, mais jamais j'essaierai, quoi. Jamais. Moi, j'aime faire des plats en sauce qui mijotent pendant des heures. On peut rajouter de ci, rajouter de ça, mais sans jamais compter parce que sinon c'est trop angoissant, quoi. C'est quoi votre gâteau ? C'est le gâteau yaourt qu'on fait tous ? Non, en fait, pour de vrai, je fais pas beaucoup de sucré. Je suis meilleure en salé. Ouais. Bon. On va échanger tout à l'heure, Mais elle est gourmande dans cette émission. Hein. Mais c'est ça l'excellence française. On aime la bonne chair, on aime se régaler. On est gourmand. On est très gourmand ici. Surtout au De Mago, hein, à Paris. Bah, fortiori, oui. Et d'ailleurs, on va en venir à notre chère Valérie Solvy. Oui, tout de suite, c'est l'art et la manière. Et Valérie va nous parler d'amour et de danse à deux. Place au tango. L'art et la manière avec Valérie Solvy. Vous savez qu'on reçoit beaucoup de courriers Sud Radio. Valérie, elle revient quand ? Eh bien, elle revient chaque semaine. C'est une exclusivité, c'est excellent. On vous écoute, Valérie. Mon petit bouchon. Aujourd'hui, je vais vous parler du tango. Le tango, c'est puissant, c'est fort, c'est triste aussi. C'est l'amour, mais un amour où la mort est omniprésente. Le tango, c'est universel. C'est tout à la fois, c'est une musique et une danse. La légende veut qu'à la fin du 19e siècle, dans les Pyrénées françaises, une jeune femme seule, ce qu'on appelait atrocement une fille-mère, mit au monde un enfant qu'elle prénomma Charles Gardès. La jeune mère, rejetée par sa famille, décida d'émigrer en Amérique latine. Et c'est donc dans le port de Buenos Aires que l'enfant grandit. Cet enfant, ceux qui aiment le tango le connaissent déjà sous le nom hispanisé, c'est Carlos Gardel. Et c'est sans doute le chanteur français de tango, enfin le chanteur français tout court, le plus connu au monde. Il est venu chanter en France à Paris, au Palace, dans les années 30, un lieu mythique déjà, comme chacun sait. Un vrai homme ne pleure jamais, chante Carlos Gardel dans une de ses chansons. Il s'adressait sûrement aux hommes des porteños, les hommes du port, les hommes des départs, les hommes de la mer. Vont-ils revenir ? Mais la force et la puissance de ces chansons peut donner envie de pleurer, même des larmes qu'on ne voit pas. Quand on va se recueillir sur la tombe de Carlos Gardel à Buenos Aires, la tradition est d'allumer une cigarette et de la placer entre ses doigts. Que ferait-on aujourd'hui ? J'ai toujours aimé le tango. Le tango, c'est volcanique, c'est magnifique, c'est métissé. Dans les orchestres de tango, les guitares sont d'origine espagnole ou italienne. Les violons viennent de la Mitteleuropa et les pandoneos viennent d'Allemagne ou d'Autriche. Quant à la danse, enfin le tango, on le dit fille de la danse milonga et on lui attribue donc des origines argentines. Le monde entier y est présent.
Il y a un petit peu de son des Caraïbes aussi, j'avais oublié. C'est une danse de couple et de désir, de sensualité extrême, d'émotion extrême, une danse qui doit s'apprendre. Elle est faite de pas précis et de directions que l'on suit, imposées par l'homme, cela va sans dire. Les femmes y sont belles, en robe à talons, toujours en talons. Alors, si vous aimez comme moi les vibrations du tango, le voir jouer, le voir danser, le voir exceller et l'admirer, eh bien le 24 novembre se déroule dans les salons d'honneur de la ville de Levallois-Perret le championnat international du tango argentin. Les gens du monde entier viennent concourir, que les plus beaux gagnent. Alors, le ticket d'entrée est de 20 €. Il donne le droit de participer à l'événement, à tout l'événement, très tard, jusque tard dans la nuit, et on peut même danser après le spectacle. Oh, mais merci Valérie Solvay. On Bravo. est sûr de vous y retrouver On peut venir alors. danser avec vous. Ah oui, c'est pas mal ça. Et je crois d'ailleurs, vous dites, je pars sous votre contrôle, je crois que le tango, on admet que la femme conduise. Non, c'est le C'est contraire. admis, vous êtes sûr En vraiment fait, la femme peut ne pas savoir la danser. Ouais. Si elle est vraiment puissante, elle n'a Ouais. même pas besoin de connaître comment la danser. Ah. Et vous le dansez? Pourquoi pas? Ça dépend de l'homme. Donc le 24 novembre, c'est une très belle réponse. Le 24 novembre, donc, à Levallois-Perret. Voilà, dans la salle des fêtes. Chez Patrick B. Oui. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup Valérie Solvay. L'art et la manière. Merci Valérie. C'est toujours un plaisir, un enchantement, un ravissement sans cesse renouvelé. On se retrouve la semaine prochaine. On fait comme ça. À Et la là, elle semaine dit prochaine. oui. Ben voilà, très bien. On se retrouve nous dans quelques instants. C'est excellent, on revient très vite avec tout de suite. Mazarine Pinjot qui vient de publier, je ne le dirai pas assez. Il faut absolument lire ce livre à votre tour, Se taire, paru chez Julliard. Et puis Pierre Hermé, à tout de suite. Bon. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Sud Radio comme chaque semaine. Comme vous le dites bien, c'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. C'est l'histoire de leur passion. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, auteurs, romancières, même parfois, et ça tombe bien, c'est le cas ce soir, ils ont fait pari de la création et le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit, tout simplement. Et vous racontent leur histoire parce que c'est excellent et que ce soir c'est une émission spéciale. Redisons-le, ce soir nous sommes le soir de la soirée des écrivains aux Deux Magots à Paris. Soirée en plein mensuelle. Saint-Germain-des-Prés. Absolument, précise. soirée mensuelle avec Sud Radio. Mazarine Pinjot, vous êtes venue à la rencontre tout à l'heure de vos lecteurs, de vos lectrices, au moment où donc sort votre 15e ouvrage chez Julliard, Se taire. Je suis un peu curieux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Non, c'est très variable. Ça dépend s'ils l'ont lu ou pas avant, déjà. S'ils l'ont lu, c'est souvent des choses assez intimes, justement, qui se passent, des récits de vie. C'est fou ce qu'autorise la littérature, en fait. Une intimité incroyable en une minute, alors que ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, un écrivain et son lecteur, et tout à coup, il se dit des choses vraiment très fortes, très lourdes même, qui ont un poids. Et ça, c'est vraiment ce que permet un ouvrage, pour le coup. Et voilà, on reçoit ça. On ne sait pas toujours comment le faire, parce que parfois, c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin, on le sait, on l'entend. Et en même temps, c'est un grand bonheur aussi de pouvoir permettre cette rencontre-là grâce à l'écriture. Quoi. Ça libère la parole. Ouais, Et elle circule, bien Pour un sûr. roman qui s'appelle Se taire, vaut mieux. Hein. Ouais, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça que ça fait. C'est marrant parce que c'est vraiment ça que ça fait, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, certains de nos confrères à nous confrères, ont ouais. voulu résumer ce livre à une possible analogie avec un fait similaire survenu dans votre entourage proche. Est-ce qu'ils ne sont pas passés à côté de l'essentiel du livre, en fait, finalement? On passe toujours à côté de l'essentiel quand on veut raccrocher absolument un livre à une actu. Il y a toujours une actu qui est quelque part dans le livre, parce qu'on part forcément de ce qu'on entend, de ce qu'on éprouve. Enfin, on fait partie de la même population, on est dans le même pays, on entend les mêmes choses. L'écrivain, il n'habite pas sur une autre planète. Donc oui, il est totalement traversé par les mêmes problématiques que tout le monde. Et ensuite, il faut que cette problématique-là vienne rencontrer quelque chose de beaucoup plus intérieur. Sinon, il ne prend pas un an à travailler sur un texte. Il faut qu'il y ait quelque chose de très nécessaire pour lui. Justement, en parlant de nécessité, je vous coupe 2 minutes, mais est-ce que c'est le désir qui fait la nécessité d'écrire, ou est-ce que c'est parler d'un fait justement qui vous touche comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Alors la nécessité, c'est compliqué, hein, c'est une vraie question. Je pense que c'est toujours la rencontre entre quelque chose qui est très profond, qui est là, les grandes questions. On a 3 grandes questions, 2, 3 grandes questions dans notre vie
vie qui nous habite, chacun d'entre nous. Et tout à coup, il y a une actualité qui vient rencontrer cette question et qui fait que c'est évident, il faut y aller. Enfin, c'est une nécessité. Voilà, c'est cette rencontre-là. Et donc, effectivement, bien sûr que l'histoire à laquelle vous faites mention a participé de ce déclic, mais comme d'autres, malheureusement. Et c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on a envie d'aller créer quelque chose, inventer des histoires. Mais toute histoire inventée est toujours aussi nourrie d'une forme de réel. Sauf que ce que cherche le romancier, c'est à traduire le réel, mais dans ces méandres un peu sinueuses et profondes, pas dans ce qu'il a d'actualité, par définition. Enfin, c'est pas son métier de travailler sur l'actu. C'est d'aller à côté. Est-ce qu'elle vous inspire cette actu quand même ? Bien sûr. En revanche, on est toujours en lien avec l'actualité. Enfin, je dis toujours, moi je suis toujours à l'ouest, je suis jamais au courant de rien de ce qui se passe, enfin, en tout cas jamais en temps réel. Donc j'arrive toujours après. Peut-être, mais donc voilà, j'arrive toujours après la bataille. Mais il n'empêche que bien sûr que ça suscite des émotions, des interrogations et tout. Mais le moment du travail de l'écrivain, c'est quand ces interrogations viennent aller creuser derrière, quoi. Et donc c'est les deux. Enfin, en fait, c'est toujours un dialogue entre les deux. Mais de vouloir réduire justement tout ce travail-là à juste, mais qui a fait quoi ? C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est marrant. Enfin, moi aussi, ça m'intéresse toujours, mais disons que c'est assez réducteur sur ce que c'est qu'un travail d'écriture, quoi. Oui, je trouve que vous les observez vachement bien. Pardonnez-moi ma trivialité, les journalistes, nos confrères. Vous les dépeignez assez justement, je trouve, et c'est surtout pas un reproche. De façon plus générale, pour en revenir à votre écriture, à votre inspiration, j'ai le sentiment, vous me dites si je me trompe, Zarine Pinjot, que de façon assez régulière, le silence, le secret jalonne votre œuvre. C'est à croire que finalement, on ne tourne jamais complètement le dos à son enfance. Ouais, j'allais dire malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, peut-être que c'est bien, mais oui, je pense que l'enfance reste quand même la grande matrice à partir de laquelle on continue de s'interroger, de cheminer, de rencontrer, et tant qu'on n'a pas fait le tour, je crois qu'on fait jamais le tour de l'enfance. Et je crois que surtout qu'il y a à la fois le temps qui fait qu'on évolue, on se transforme, on se bonifie, j'espère. Et puis il y a quelque chose qui est justement atemporel, qui est on est toujours à côté de son enfance, elle est toujours là quelque part, quoi. Et heureusement pour pouvoir raconter des histoires, parce que finalement c'est une source inépuisable. Et oui, moi la question du secret, du silence, effectivement, pour revenir à la question précédente, dès que je rencontre quelque chose dans l'actualité qui vient vraiment faire écho de manière très forte à ça, et il me semble que tout à coup il faut écrire quelque chose là-dessus, et voilà. Mais c'est l'histoire de toutes les vies. Je pense qu'on ne fait jamais le tour de son enfance. Et pour en revenir à l'ouvrage, ces patineuses extraordinaires, mais quel personnage, Ah oui. Quel personnage. Elles font du roller, c'est du roller derby. Ouais. Vous les avez rencontrées. En fait, j'ai une grande amie que j'adore, Oui. qui est plus jeune que moi. C'est à la fois une amie et ma petite sœur, quoi. Et elle fait du roller derby, donc elle connaît par cœur ce sport. Et évidemment, je lui ai demandé des conseils. Je lui ai dit, mais alors, vas-y, explique-moi les règles, parce que j'y comprends rien. Et plus que les règles, la culture, qui est une culture hyper féministe, hyper politique, hyper engagée. Et c'est des Walkyries, quoi. Elles ont des noms de guerre, c'est extraordinaire. Elles sont géniales. Ouais. Mais elles jouent toujours sur les mots, et elles sont belles et sexy en même temps. Elles sont hyper féministes. Et non, c'est un monde absolument fascinant. Pour vous expliquer, Jules, vous qui nous écoutez, oui, vous voyez rollerball. Oui. Bon, le roller derby, c'est un peu ça. Bon, Mais on met personne à mort en même temps, mais enfin voilà. Mais à ce sujet, j'ai une violent, question. C'est quoi le féminisme aujourd'hui pour vous, en fait ? Oh là, je crois que j'ai jamais su ce que c'était Mais que le c'est féminisme quoi la bonne à n'importe version, quelle époque. En fait, la bonne version du féminisme, peut-être. Ouais, c'est compliqué parce que je pense que quand on est engagé dans un combat, il faut de toute façon être dans un message clair. Mais qui dit message clair dit forcément moins de complexité, moins d'écoute aux ambivalences. Et moi, la position dans laquelle je suis, qui est plus celle d'une romancière, et puis ensuite d'une passeuse, parce que par ailleurs je suis prof, donc voilà, c'est Prof de philo. Ouais, mais c'est en lien aussi avec ça, c'est justement de pas asséner une vérité. Alors j'ai toujours du mal avec les définitions. Je pense que le féminisme aujourd'hui, si je devais quand même en trouver une, c'est vraiment le combat politique, je dis bien politique, pour une égalité des droits, une égalité des salaires, et tout ça passe effectivement par ce combat-là. Ensuite, il y a des dérives qu'il faut quand même dénoncer, justement pour rester dans un féminisme qui soit cohérent.
C'est quand même savoureux parce que vous le dites à un moment donné, ces féministes qui ne sont jamais capables de se mettre d'accord entre elles. Ouais, il y a plusieurs courants. C'est vrai qu'il y a pas mal de courants féministes. On se prend un peu chez les écolos en même temps. C'est comme les véganes. Oui, mais ouais. vous remarquerez, c'est que c'est les grandes questions aujourd'hui. La question écologique et la question des femmes, ce sont les deux grandes questions. Bien et sûr, par définition, c'est des gens qui se tapent dessus parce qu'on n'a pas encore dégagé quelque chose de clair. Et Mazarine, j'ai une question un peu particulière. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la spécificité du roman français, à part le nombrilisme? On peut en parler ou pas? À part son nombrilisme chronique. Vraiment chronique, oui. Alors, il y a eu ça, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que cette rentrée littéraire, alors j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai pu en lire, il y a quand même beaucoup un retour au roman social, au roman non pas historique, mais à l'inscription dans l'histoire et à l'attention à l'histoire. Je trouve qu'on commence à en revenir un peu de cette auto-fiction nombriliste. Ouais, je trouve qu'il y a une vraie attention faite à la politique en fait. Je crois que tout le monde est très très angoissé. Tout le monde est concerné. Et tout le monde est très très flippé. Et je crois que ça se ressent aussi dans la littérature. Restez avec nous, Mazarine Pinjot, restez avec nous, Pierre Hermé. On va prendre le temps d'une petite parenthèse et prendre le temps de resituer un peu le parcours de trois jeunes entrepreneurs, parce qu'on aime beaucoup ça, nous, à Sud Radio et particulièrement dans cet excellent, qui se piquent de faire du cuir, oui, mais de poisson, c'est étonnant. En plus, ils le font dans une démarche, Judith, éco-responsable. Alors forcément, on va vous en parler. C'est excellent et c'est le talent de la semaine. Comment, en partant d'un déchet, faire un produit de luxe? Eh bien, c'est la très bonne question à laquelle trois jeunes entrepreneurs lyonnais, s'il vous plaît, viennent d'apporter leur propre réponse. La société s'appelle Ictios Cuir Marin de France. Je fais attention parce que difficile à prononcer. Elle a ouvert ses ateliers jeudi dernier à Saint-Fons, près de Lyon. On y va travailler la peau de poisson, la peau de saumon notamment, mais vraiment un cuir souple et résistant, dont le rendu se rapproche du lézard. Je vous regarde bien parce que ça a l'air de vous parler. Et qu'on utilise bluffant, notamment dans les bracelets de montres haut de gamme. Alors Benjamin et Gauthier... Il y a même des montres véganes. Pardon. Benjamin et Gauthier venaient tout juste de décrocher leur diplôme d'ingénieur chimiste quand ils ont eu l'idée, c'est un soir au restaurant, du cuir de poisson. Alors ils se sont fournis d'abord auprès de restaurants japonais qui leur ont cédé bien volontiers leurs déchets de saumon, un peu interloqués. Ils se sont fait la main ensuite dans le garage familial de l'un d'entre eux, c'est à Rueil-Malmaison, région parisienne. Et quelques semaines plus tard, ils produisaient leur premier cuir marin. Ictios se veut en outre résolument verte. Ses créateurs ils ont donc mis en place un circuit non polluant d'approvisionnement en peau, en passant des accords avec des marailleurs, des éleveurs de carpes et même une grande chaîne de sushis. C'est étonnant, hein? Incroyable. Et autre choix pertinent, ils ont renoncé au chrome qui sert aujourd'hui, ça on le sait, à tanner la quasi-totalité du cuir dans le monde, extrêmement polluant. Ils ont donc mis au point des pigments d'origine végétale. Et ils prévoient déjà de s'agrandir évidemment et d'ouvrir prochainement leur capital à d'autres investisseurs. Et non, leur cuir de poisson ne sent pas le poisson. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Mazarine Pinjot et Pierre Hermé sont les invités de Sud Radio. C'est excellent, on revient dans un instant, toujours au De Mago. A tout de suite. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix de l'excellence. C'est excellent, c'est l'histoire de leur passion. Nous vous la racontons aujourd'hui depuis les Deux Magots, légendaire café de Saint-Germain-des-Prés à Paris dans le 6e. Bravo, des fois qu'on serait paumé. Qui vit d'ailleurs au rythme d'une très belle soirée mensuelle, un lundi par mois, la soirée des écrivains avec Sud Radio. Ce qui explique d'ailleurs la présence à nos côtés. Ah, la police vient nous chercher. Voilà. Elle est là, monsieur, elle est là. Avec Mazarine Pinjot, donc, qui vient de publier Ce Terre chez Julliard, on l'a beaucoup aimé. Et Pierre Hermé, un homme qui décidément nous plaît. Mais oui, Pierre, vous nous plaisez. Oui, effectivement, Pierre. Et ce qu'on aime chez vous, c'est surtout que vous avez bousculé les traditions, qui sont peut-être faites que pour être bousculées finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? En fait, j'ai voulu faire mon métier comme j'avais envie de le faire. Donc, et effectivement, ça m'a amené à changer des choses dans la pratique, mais en même temps en m'appuyant sur un vrai savoir-faire traditionnel que j'avais appris chez le nôtre. Et donc je me suis juste laissé guider par mon envie de trouver ma propre voie. Vous n'étiez pas du genre à ronronner en rond, quoi. Hein. L'idée, c'était vraiment de sortir du cadre et de trouver des nouvelles manières de faire. C'était quoi l'impulsion, en fait? Le travail porte à la fois sur la création d'associations de saveurs, aussi dans l'évolution des techniques, dans techniques de cuisson, techniques de travail des préparations de la pâtisserie, et puis après sur la mise en valeur de cette pâtisserie. On n'est plus dans les décors surannés de
de gâteaux surchargés. On est dans une certaine simplicité juste pour mettre en valeur le goût. Et c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend son envol et on se libère de tout ce qu'on projette sur votre métier? Je suis pas sûr justement qu'il y a un déclic, c'est un cheminement en fait. C'est plus un long cheminement Une maturation. qu'un déclic. Ouais. Oui, une maturation. Et puis, je pense qu'avec le temps, quand on est plus jeune, on veut en mettre plein la vue. Et puis avec le temps, on devient plus sage, tout en étant pas sage. Et vous êtes pas sage? Pas sage du tout. Ah, j'aime beaucoup On ça. veut savoir comment. On peut savoir comment ou pas? Comment vous êtes passage? Bah, j'aime bien aller sur des territoires qui ne font pas partie de mon métier. J'aime bien aussi trouver des moyens de collaborer avec d'autres disciplines parce que c'est extrêmement enrichissant. Ça, c'est vraiment, je trouve, une marque de fabrique chez vous. C'est vraiment une signature. Vous faites intervenir dans votre propre champ créatif, Pierre Hermé, des gens qui n'ont rien à voir avec votre art. Mais ça va très loin même parfois. Oui, ça peut aller sur le goût, mais ça peut aller aussi sur l'aspect Oui. visuel, ça peut aller sur les emballages. J'ai souvenir d'un jour où je vais voir une exposition de bijoux d'artistes. Et dans cette exposition, je vois un tout petit bijou de Bernard Venet, qui lui est habitué à faire trucs monumentaux en général, des C'est sculptures énorme. extrêmement grandes. Mm. Et du coup, ça m'a donné envie de lui demander de faire une fève pour la galette des rois. Chose qu'il a fini après quelques temps par accepter. Et puis il m'a dit, mais moi je ne veux pas intervenir que sur la fève. Est-ce que je peux travailler aussi sur l'aspect visuel de la galette? J'ai dit ouais. Du coup, ça m'a obligé à repousser ses limites. Parce que comme les si galettes, c'est fait de manière traditionnelle, c'est rayé au couteau, enfin bref. Donc, du coup, ça m'a obligé à bouger de ce point de vue-là. Vous C'est êtes comme si sensible. on demandait à Picasso de créer une Bien sûr. religieuse, quoi. Pardon, je suis obligée de le dire, mais... Et pourquoi pas? Je suis pas sûre dans ce sens-là, ça marche, mais... Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue justement entre différents champs artistiques, Mazarine Pacho? Ah, Moi moi, j'aime beaucoup la j'adore. démarche de Pierre Hermé, on l'aime beaucoup. J'adore, C'est très j'adore, français je ça trouve aussi. Oui, c'est très français et à la fois pas français. Il y a ces deux traditions où la France elle est complètement compartimentée, où les gens se parlent pas et ils veulent pas échanger et tout. Mais alors dès que ça se passe, c'est formidable, quoi. Et puis c'est une liberté d'esprit magnifique. J'adore. Et puis ça vous étonne à chaque fois finalement. Oui, parce que par exemple, je suis allé voir un photographe, un fleuriste au Japon, et qui s'appelle Makoto Azuma. Et j'ai été vraiment séduit par son travail. Et du coup, je lui ai proposé de faire des séries de photos pour mettre en valeur les gâteaux. Et du coup, ça a amené un travail complètement iconoclaste, complètement... on a fait un livre ensemble, ensuite on a fait plusieurs séries de photos. Et puis après, ça s'est arrêté parce que j'avais envie de faire autre chose, et lui aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est né d'une rencontre, d'une visite dans un magasin de fleurs. Alors c'est pas n'importe quel magasin de fleurs, c'est pas n'importe quel fleuriste, Bien mais sûr. quand j'y suis allé la première fois, j'allais voir un fleuriste et j'ai vu un artiste. Ah, j'adore. On recevait la semaine dernière, Pierre Hermé, la jeune chef pâtissière du Saint-James, que vous connaissez sans doute, Sophie Bonnefond, à peine 29 ans. Voilà, c'est ça, elle n'a pas 30 ans. Et alors, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle nous dit en substance, plus tard, elle ne se voit pas forcément à la tête d'une grande maison, d'une grande chaîne, mais un établissement modeste, pourquoi pas quelque chose de quartier. Et elle nous disait que beaucoup des jeunes gens de sa génération s'inscrivaient dans cette dynamique, quelque chose de finalement plus modeste. Elle vous étonne justement, cette génération qui arrive? Je pense qu'il n'y a pas de figure particulière. Certains ont envie de travailler dans des grands hôtels, des grandes maisons de pâtisserie, et d'autres ont plutôt, pas très loin d'ici, il y a un pâtissier qui s'appelle Sébastien Desgardins et qui fait des pâtisseries formidables dans sa boutique, et ce qu'il fait est formidable, c'est juste très bon. Donc moi tout m'intéresse, c'est-à-dire que j'aime bien. En fait, dans n'importe quelle ville ou village, je vois une boulangerie ou une pâtisserie, je traverse la rue, je vais regarder ce qu'il y a dans la vitrine. Parfois, c'est pas très intéressant, mais c'est souvent, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a un truc qui se passe dans la génération actuellement d'ailleurs, c'est qu'au lieu de devenir banquier, trader, docteur, whatever, ils ont envie de devenir cuisinier, boulanger, pâtissier, fromager. Ils ont envie de métiers de bouche, de métiers de matière, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous réjouit, ça?
Alors, c'est formidable pour nos métiers, c'est en même temps un devoir. On voit que les émissions comme Le Meilleur Pâtissier suscitent des vocations. On n'a jamais eu autant de reconversions. Encore aujourd'hui, je discutais chez nous dans notre salon de thé aux Champs-Élysées avec une jeune femme qui, il y a 2 ans, elle n'était pas pâtissier. Elle a commencé chez nous comme pâtissier il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, elle est complètement autonome. Elle sait bien son métier. Elle s'occupe d'une petite équipe. Donc ça permet des reconversions Voilà. incroyables et étonnantes. Parce que franchement, quand on est banquier, qu'on devienne pâtissier, par exemple, c'est quand même... Mais par contre, le fait que tout cet environnement suscite des vocations, je trouve ça formidable. C'est ça. On vit une époque formidable pour notre métier. On n'en a jamais autant parlé. Mais ça reste un métier où il faut travailler et que l'autre jour j'entendais un de mes confrères qui disait pourquoi vous êtes parmi les meilleurs pâtissiers. Il dit parce que je travaille plus que les autres. Et s'agissant de la pâtisserie à la française, parce que sans être bêtement chauvin, on aime bien de temps en temps entendre le chant du coq, cocorico. Qu'est-ce qui aujourd'hui encore participe de son excellence selon vous, Pierre Hermé? Dites-nous qu'on est encore excellent d'ailleurs en ce domaine. On va clarifier les choses. quand même, C'est-à-dire qu'il y a dans la cuisine, il y a la cuisine française, la cuisine japonaise, italienne, chinoise, marocaine et compagnie. La pâtisserie, il y a bien sûr des traditions pâtissières dans d'autres pays, mais dans le monde, si vous allez partout dans le monde, ce qui est prépondérant, c'est la pâtisserie française dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, dans les hôtels, même moins grands. Ce que l'on vous sert, c'est la pâtisserie C'est de française. l'excellence française. Hein. C'est important quand même de le souligner. Moi j'adore le souligner, au contraire. On est dans l'émission, c'est excellent. Vous nous rassurez, Mazarine Pinjot, en disant ça, on n'est pas bêtement chauvin, on n'est pas bêtement cocardier quand même. Non, mais c'est la vérité. La pâtisserie, c'est d'abord français. Enfin, il y a une culture, une tradition française, quoi. Je veux dire, c'est factuel. Tout simplement. Il n'y a rien à voir avec un esprit chauvin ou quoi que ce soit. Merci. Bon, alors ça me fait plaisir. Ou la pâtisserie d'ailleurs, rien à voir non plus, on peut le dire, hein, quand même, pardon. Mazarine, Pierre, avec vos agendas surchargés, professeur, romancière, Pierre au fourneau et en même temps toujours à l'affût de nouvelles créations. Est-ce que vous avez encore le temps de sortir? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous avez des choses à nous recommander dans notre agenda? Je vous laisse 20 secondes. Non, parce que là, c'est excellent sur radio. Des adresses de restaurants? On va y Par venir. exemple. On va partager les bonnes idées de sortie, de lecture, pourquoi pas, au contraire, de musique, vos goûts à vous. C'est une façon aussi de mieux vous connaître. Mazarine Pinjot est en train de chercher Pierre. C'est l'instant culture, je tiens à le dire, de Sud Radio quand même. Instant hein. culture, absolument. Pierre Hermé. Alors, hier j'ai écouté le dernier disque de Lana Del Rey. Bon J'ai choix. bien aimé. Ah ouais. C'est bien. J'ai préféré son premier Les album, premiers sont toujours les meilleurs. mais il faut peut-être que je le réécoute plusieurs fois parce que c'est aussi ça. Il faut s'imprégner du son. Hein, Elle je a fait un prends, duo Lana Del avec Rey. John Bell, là, absolument J'adore John sublime. Bah, vous voyez, Mazarine. Ouais. Bon, alors ça, c'est Ouais, une mais fois ça, Pierre en ça même c'est temps. pas sortir, ça, je peux être chez moi en train Ah, de on regarder peut, ça bien sur sûr. Mais quelle que soit la reco que vous avez à nous faire, nous sommes tout oui. Aïe aïe aïe, c'est dur. Mais Allez. moi j'attends les recommandations de Pierre Hermé Le pour les livre ou restos parce que moi l'expo, le là, truc il qui va me fait vous en vraiment donner plein à kiffer la pour fin de sortir le l'émission. soir, c'est quand même le restaurant quoi. Ah, c'est pas faux. Moi je sors pas beaucoup le soir pour autre chose que pour le restaurant. Mais ça Sinon fait- c'est des copains qui viennent dîner à la maison, Mais mais c'est ça un c'est pas très, je peux pas recommander ça. c'est un Venez instant dîner culture chez aussi. moi. C'est ça, Non, n'y allez pas. très bonne adresse. Un instant culture, un instant gastronomique. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Mazarine Pinjot, Pierre? Allez, on va donner trois adresses de restaurants. Mon restaurant fétiche à Paris, le Baratin, dans le 20e, Oui. 3 rue Jouy-Rouge. C'est simple, Oui. bon, et on y mange bien, on boit des vins qui sont vraiment bons. Une découverte de la semaine dernière, Origine, dans le 8e, rue de Pontieux. Et puis une troisième, Fleur de Pavé, cuisine créative d'un chef qu'on a déjà connu ailleurs dans Paris. Il a eu Itinéraire, Le Temps au Temps. Et cuisine créative, carte des vins remarquable. Donc on peut y aller en toute confiance. Merci Pierre, on C'est va y bien, aller, ça, on a bien Mazarine. Alors moi, noté. je vais hein. te donner une adresse pour aller faire ses courses, pour Oui. préparer à manger, Terroir d'avenir, Ah oui, que oui. j'adore.
C'est quoi l'adresse? Alors il y en a plein parce que maintenant il Mais commence celui à que vous avoir plusieurs. recommandez? Alors moi, celle qui est près de chez moi, c'est celle qui est rue Jean-Pierre Timbaud, mais c'est surtout rue du Nil où vraiment il y a tout. Il y a la poissonnerie, la boucherie, le primeur, enfin il y a tout. Et sinon, je sais pas, peut-être des livres parce que j'avoue que Moi, j'en ai un très je suis bien. pas beaucoup. Il vient de paraître chez Julia. C'est vrai? C'est Sur cher. Terre, ça s'appelle. Oh, merci. Non mais c'est vrai que sinon je suis pas beaucoup. Mais vous sortie, inquiétez mais pas, tout va c'est bien. vrai, j'ai le droit. C'est déjà pas mal là. J'ai le droit, ouais. Mazarine Pinjot et Pierre Hermé, un grand merci d'avoir pris le temps sur Sud Radio de venir nous voir. Je bafouille oui. pour finir l'émission. C'est mais l'émotion, c'est normal. Voilà. Merci évidemment à toutes les équipes et des deux Magots et de Sud Radio. Les gars, c'est bien vous les meilleurs. On était d'ailleurs tellement bien ici aux deux Magots qu'on reviendra le mois prochain pour une autre soirée des écrivains. Tout à fait, le mois prochain. Et autres invités, autres histoires de passion et de création. On revient aussi la semaine prochaine, Olivier, avec C'est grand excellent. plaisir. Et ben voilà, à la semaine prochaine. Et c'était excellent. Et d'ici là, évidemment, plein de belles choses, excellentes, passionnantes. Et surtout, merci de rester fidèle à Sud Radio. À la semaine prochaine.